Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture, j'ai 8 livres à vous présenter. Je commencerai en vous parlant de Deep Blue, la saga Waterfire, donc c'est le tome 1 de Jennifer Donnelly, paru chez Hachette. On continuera avec Jeux de mensonges de Julie Clark, paru chez L'Archipel. Un troisième tome avec Agence Lovecraft, Tempus Fugit de Jean-Luc Marcastel, paru chez Gulfstream Editor. On change de genre avec une romance contemporaine avec Don't Stop the Music de Dana L. Davis, paru chez Ozu. On change encore avec Eddie and Violet Bond de Amanda Glass chez Phibbs. On parlera ensuite de Interland, le tome 1, Le secret de Saint-Archel de Andrew Boson, paru chez Novell. Enfin en livre papier, je vous parlerai de Light Lark, le premier tome de Alex Astor chez Lumen. Je vous dis dernier livre papier puisqu'ensuite ce sera une lecture numérique avec Sistra, le tome 1 de Marine Stengel aux éditions Plume Blanche. Allez, on commence tout de suite avec Deep Blue. C'est très récent puisque c'est le dernier livre que j'ai lu. Du coup, c'est Julia qui me l'avait choisi dans ma vidéo Julia choisit pour moi. Et il rentrait dans le mois de la fantaisie puisqu'on est dans de la fantaisie. Oui, je n'étais pas sûre, je pensais qu'on était plutôt dans du fantastique. Mais en fait, on est bien dans de la fantaisie. On est avec des sirènes. Ici, donc vous voyez le continent, nos continents. Et en fait, ça se passe dans les mers, dans les océans. Donc on a Atlantica, Océan Astral, Ondalina et ça se passe à Miromara. Donc nous sommes dans le peuple des sirènes où nous allons suivre Serafina qui est princesse de Miromara qui doit succéder à sa mère, mais pour cela il faut qu'elle passe des sortes d'épreuves. Elle a 3 épreuves à passer. Au cours de la dernière, elle se fiancera avec un prince d'un autre royaume. Ce prince, elle l'a déjà rencontré 2 ans plus tôt et elle en est amoureuse. Donc, en gros, pas vraiment de problème. Sauf que elle le revoit des années plus tard. Apparemment, il a changé. Elle entend pas mal de rumeurs comme quoi il aurait changé, qu'il aurait une petite copine. Bref, ça lui plaît pas des masses, hein, clairement. Mais bon, voilà, c'est son destin. Il faut qu'elle passe ces épreuves-là. Et au cours de la seconde épreuve, ou première épreuve, je ne sais plus, je crois que c'était la seconde, un attentat est commis et sa mère se prend une flèche empoisonnée. Et tout son monde s'écroule, elle est obligée de partir, elle doit s'exiler. Et de manière sous-jacente, il y a une prophétie qui dit que 5 ou 6 femmes, 5 ou 6 sirènes doivent se réunir. Alors, clairement, quand j'ai commencé ce roman, je n'étais absolument pas emballée parce que pour moi, c'était un roman trop young adulte avec une cour, une princesse qui est amoureuse du prince mais qu'elle n'est pas sûre que le prince va l'aimer. Ça me gonflait un peu, clairement, je lisais un peu en diagonale. Et puis finalement ça s'avère plus profond que ça avec cette prophétie. On va rencontrer les autres personnes visées par la prophétie, on va rencontrer aussi quelque chose d'autre que le royaume de Miromara. Et cette extension sur le monde était beaucoup plus intéressante. Et du coup, je l'ai lu finalement assez rapidement. C'était plutôt pas mal jusqu'à ce que je me rende compte qu'il y a 4 tomes à cette saga. Et 4 tomes, je trouve ça interminable. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai essayé de regarder un petit peu le tome 2 en occasion. Je n'en trouve pas à des prix raisonnables. C'est encore très très cher. Donc à voir. À voir si je continue. Mais finalement, ça n'a pas été une si mauvaise lecture. Ce livre je l'ai depuis une éternité, ça fait je ne sais combien d'années que je l'ai et il ne me faisait plus envie, donc merci Julia de l'avoir choisi. Elle m'a permis de le sortir, mais du coup je sais pas si je continue. Mais c'était plutôt intéressant finalement cet univers, parce que ce qui était compliqué aussi au début, c'est tout le glossaire. On a un glossaire énorme à la fin du livre. Voilà, ça c'est le glossaire. Voilà, je sais pas, il doit y avoir 15 pages de glossaire. Parce que on est dans le monde des sirènes et on parle avec dans le monde des sirènes, hein, les tritons, les sirènes, il y a toute une mythologie, Opafalo, Opafago,
Holt, Oshi, vraiment c'était compliqué tout ce vocabulaire. Donc finalement c'était un univers assez complexe. J'aime bien les univers complexes. On a laissé de côté la romance finalement, il n'y a pas de romance parce que c'est juste au début, hein, ce petit truc là un petit peu niais. Après, elle oublie complètement son prince parce que son prince, elle le voit plus, hein. Elle s'est exilée, elle est partie, et son prince, on n'en entend même plus parler. Allez, on change complètement de registre avec un thriller psychologique. C'est le second livre que je lis de Julia Clarke. Le premier c'était Vol... Le dernier vol, qui était un peu dans le même genre. Ici, on va suivre deux femmes. L'une est une arnaqueuse. Ça fait 10 ans qu'elle arnaque, qu'elle passe sa vie à arnaquer les hommes. Elle s'est déplacée un petit peu partout dans le pays. Et là, elle revient en Californie pour faire son coup final, on va dire, pour revenir à la base, revenir à l'homme pour qui tout a commencé, puisque quand elle était jeune, sa mère s'est fait arnaquer par un homme. Cet homme lui a volé sa maison et sa mère a fini de mourir d'un cancer. Et cette jeune fille s'est retrouvée toute seule, sans maison, à dormir dans son van. Et voilà, elle a toujours eu cette rancœur, cette vengeance à assouvir. Donc elle va revenir pour assouvir cette vengeance. On y suit une autre femme qui, elle, est journaliste, Kate. Elle attend depuis 10 ans le retour de cette femme qui a détruit sa vie, dans un sens, puisque quand elle est partie 10 ans plus tôt, elle a arnaqué quelqu'un. Et en arnaquant cet homme, elle a appelé le journal dans lequel travaillait Kate pour dire oui, vous devriez interroger tel homme, il en saura plus sur les agissements de l'homme que j'ai arnaqué, et vous verrez, ça confirmera mes dires. Et donc cette jeune journaliste, très naïve, est allée voir cet homme et elle a fini par se faire violer, et sa vie a changé complètement, et elle tient responsable, donc l'arnaqueuse, pour cet instant de vie qu'on lui a volé. C'est tout un jeu de dupes en fait cette histoire. On voit du côté de Meg, donc Meg c'est l'arnaqueuse, on voit du côté de Kate, et c'est vrai que on essaye de comprendre leurs intentions, on essaye de comprendre ce qu'elles veulent, ce qu'elles ont vécu, on voit un petit peu toute leur vie, et les liens qui se nouent entre ces deux femmes, et c'était chouette. J'ai beaucoup aimé ce roman, parce que finalement, l'arnaqueuse qui est vue comme une mauvaise personne, comme quelqu'un qui prend l'argent des hommes, et là, finalement, pas un mauvais fond. Et il y a tout un jeu de faux semblants où Kate va se poser des questions, à savoir est-ce que c'est Meg qui essaye de me manipuler? Est-ce qu'elle sait que je sais qu'elle est l'arnaqueuse? Bon bref, voilà, c'est un thriller psychologique. J'ai passé un très bon moment avec, c'était plutôt agréable. Je me suis pas ennuyée et voilà, je continuerai de lire les romans de Julie Clarke parce qu'en général ça matche très bien avec moi. J'ai lu ce tome 3 en prévision de ma rencontre avec Jean-Luc Marcastel aux Imaginales jeudi. Alors où je tourne cette vidéo, nous sommes lundi, mais vous allez voir jeudi cette vidéo, donc je serai aux Imaginales quand vous la verrez. Parce que j'avais lu les 2 premiers tomes, je n'avais pas lu ce 3e tome, je n'ai pas encore le 4e, je compte me procurer le 4e aux Imaginales, mais en attendant, il fallait que je lise au moins ce 3e tome pour le faire dédicacer et en parler avec l'auteur. J'ai beaucoup aimé ce 3e tome, je crois que c'est mon préféré des 3 pour l'instant, parce que voilà, l'univers est assez riche, ce sont des courts romans, donc ça va toujours très vite, mais celui-ci particulièrement j'ai apprécié parce qu'on est sur quelque chose, sur une mission à accomplir, un endroit où on reste, voilà, ça s'éparpille pas dans tous les sens, et c'était plutôt chouette. On est dans un roman où nous allons suivre 4, alors je crois qu'ils sont 4, et que ce sont des ados. J'essaie de voir où sont les autres tomes, ils sont quelque part par là. Qui se retrouvent poursuivis, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive, pourquoi sont-ils poursuivis, pourquoi ces poursuivants veulent à tout prix les récupérer, ils ne savent pas, jusqu'à ce qu'ils découvrent qu'ils ont des dons. Et cette fois-ci, ils se font récupérer, mais pas par leurs poursuivants, mais par l'agence Lovecraft qui leur explique que ils sont le dernier bastion pour combattre les ennemis qui arrivent sur Terre, qui reviennent après des millénaires. Ils reviennent plus forts que jamais et il va falloir les combattre. Et l'agence Lovecraft est fait pour ça. Dans ce 3e tome, on est plus particulièrement dans un endroit, je vous ai dit, dans une cité engloutie.
Et voilà, on va parcourir cette cité à la recherche d'un artefact qui leur permettrait de combattre les ennemis, combattre Stulu. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'on navigue dans le présent, dans le passé, on a plus d'infos sur les êtres qui ont vécu avant nous. Bref, voilà, j'ai beaucoup aimé ce tome 3. Pour moi, il était le meilleur de la saga. On verra le tome 4, mais j'aime beaucoup cette saga puisque on est dans une mythologie Lovecraftienne. Donc avec le mythe de Stulu, ces créatures qui arrivent. On est aussi avec Jules Verne, puisque on est avec Capitaine Nemo, la fille du Capitaine Nemo. Bref, voilà, j'aime bien ce mélange de genres. C'est un roman rempli d'aventures, et ça j'adore. On continue avec cette romance contemporaine. C'est la première romance publiée de chez Ozu. Et j'ai passé un super moment avec. On va suivre Dylan, qui est une jeune fille de 17 ans, qui est prodige. Elle joue du violon comme personne, elle est première violon. Elle rêve d'aller à Juilliard School à New York. Et elle n'a postulé que à Juilliard. Ne postuler qu'à une seule école, si on est refusé, et ben on se retrouve à ne rien faire. Mais elle, c'est son rêve, elle ne veut que ça. Et son rêve va être un peu mise à mal, on va dire, quand Langston, son ancien meilleur ami, va revenir dans sa ville, même dans sa maison. Ses parents vont l'accueillir pour 2 semaines. Il a besoin de se mettre au vert. Langston est devenu une immense star internationale. C'est un chanteur très reconnu. Mais si vous voulez, Dylan, elle, ça fait 6 ans qu'elle ne l'a pas vu, qu'il l'a complètement ignoré, qu'il ne lui parle plus, donc elle a un peu, voilà, un peu beaucoup les boules, parce que elle se dit que qu'est-ce qu'il vient faire ici, alors qu'il lui a pas adressé la parole, pourquoi il est là, quoi. Et il va surtout remettre en cause ses entraînements, puisque normalement elle s'entraîne dans le sous-sol 3h30 par jour, et là il va squatter le sous-sol, donc elle va pas pouvoir s'entraîner. Voilà. Il y a tout ça qui remonte en elle, et Langston va arriver, et ils vont apprendre à se redécouvrir. C'est pas pour rien qu'ils étaient meilleurs amis, et puis ils vont apprendre peut-être à aller au-delà de l'amitié. J'ai beaucoup aimé, on est sous fond de musique, musique classique du côté de Dylan, musique hip-hop du côté de Langston, donc il y a un petit peu un choc culturel entre les deux, et puis finalement on se rend compte que la musique classique et le hip-hop peuvent s'harmoniser, que la musique classique n'est pas fermée, elle peut s'adapter à toutes sortes d'ambiances, et j'ai beaucoup aimé tout ce côté musical, vraiment j'ai beaucoup aimé la relation entre Dylan et Langston. Ça se fait pas comme ça se fait pas en un claquement de doigts, ils tombent pas amoureux au premier regard. Non, ça se construit, il y a beaucoup de rancœur, il y a beaucoup de suspicion, il y a tout ça, et j'ai beaucoup aimé. Un autre thème aussi qui est très présent dans ce roman, c'est la mixité. Nous sommes avec Dylan qui est une enfant adoptée, elle vit dans une famille de personnes blanches, elle est noire. Et du coup, elle se retrouve dans un collège, elle est la seule noire, voilà, elle doit s'adapter aussi à son environnement, et elle s'adapte comment? En cachant sa coupe afro, en faisant des tresses, voilà, en lissant ses cheveux, en mettant des lentilles pour changer sa couleur des yeux marrons. Voilà, elle change un petit peu ce qu'elle est pour se fondre dans la masse, et Langston va être là pour lui dire que tu es belle avec ta coupe afro, c'est ce que tu es, tes yeux marrons sont magnifiques, tu n'as pas à les cacher. Voilà, il va la pousser un petit peu à se dévoiler et à montrer sa différence et à être elle, tout simplement. Donc c'était voilà, un très beau roman aussi sur ce thème-là. Bref, j'ai passé un super moment, voilà, très bon roman, et puis je l'ai lu en 2 jours, je l'ai dévoré. J'aurais pas le temps. Faut que j'aille chercher Julia. Je vais vous parler à présent de Eddie and Violet Bond, qui est un roman fantastique sur des médiums, 2 sœurs qui sont médiums dans les années 1885 à Sacramento, donc sur la côte ouest. Oh là, j'ai eu un bug, côte ouest des États-Unis. Et ce n'est pas forcément que l'histoire de ces médiums. On a tout le contexte social qui est très important dans ce roman. Donc nous suivons Eddie
et Violet, qui sont sœurs jumelles, elles ont 17 ans, elles sont parties de leur maison à la suite du décès de leur mère, qui était elle aussi médium. Leur père est pasteur et n'a pas une grande croyance dans ces choses-là, il veut les remettre sur le droit chemin. Et à cette époque, les mettre sur le droit chemin, c'est de les envoyer à l'asile de fous. Peu importe les raisons en fait, un homme croit que sa femme le trompe ou ne fait pas bien la cuisine, ou ne... Voilà, n'importe quelle raison, on vous envoyait à l'asile et les femmes n'avaient aucune voix à ça. C'est un petit peu ce qui est dénoncé là. Et donc, nous suivons Eddie et Violette qui ont un vrai don. Eddie est capable de transpercer le voile et aller de l'autre côté, voir les morts, les fantômes, etc. Violette, c'est plus délicat comme don, mais elle est capable quand même de voir les fantômes, d'appeler les esprits, etc. Eddie et Violette font partie d'une troupe. Ils se produisent dans les théâtres, ils se produisent dans les salles de spectacle et elles invoquent des esprits, etc. Eddie utilise cette capacité, mais sans l'utiliser, puisqu'en fait elle n'invoque vraiment rien, elle ne passe pas à travers le voile. Elle dit juste qu'elle va faire appel à un esprit qui va prendre possession de son corps et il va à travers sa bouche, ses mots, faire tout un discours sur les qualités des femmes, sur plein de belles notions. Et en fait c'est Eddie qui parle, qui donne son avis, son opinion. C'est le seul moyen qu'ont trouvé ces femmes pour s'exprimer et exprimer leur voix, tout simplement. Donc voilà, c'est hyper intéressant au niveau du contexte social. Moi j'ai beaucoup aimé ce roman. Pas forcément du point de vue fantastique, parce que bon, il y a quand même une petite intrigue du côté fantastique, une ombre qui pèse sur elle et qu'elles doivent renvoyer au-delà du voile. Mais voilà, c'est vraiment le contexte social, tout ce qui est sanatorium, les asiles, tout ça. On parle d'une femme qui a décidé d'avorter parce que ça mettait sa vie en danger, hein. Elle ne pouvait pas avoir d'autres enfants sinon elle allait mourir, elle le savait, elle a avorté, et ben son mari l'a foutue à l'asile. Voilà, il y a tout ce genre de choses. C'est un roman résolument féministe que j'ai vraiment beaucoup apprécié, mais surtout pour le contexte social et pour cette dénonciation en fait de ce qui se passait à l'époque pour les femmes. Et j'ai ma batterie qui clignote maintenant, je vais pas y arriver. Je vais vous parler à présent de Hinterland. C'est un premier tome et ici c'est un roman qui est assez particulier, assez original, c'est un ovni du genre. Il est très beau, hein, vous voyez, tout en dorure, etc. Et on va suivre des gamins. Les gamins de la famille Hinterland, leurs parents ne sont plus là, ils sont morts. Ils vivent seuls dans une maison assez étrange, une sorte d'arbre gigantesque qui se déploie à l'infini pour donner un étage à chaque enfant. On est dans le futur, hein. On est à Paris dans notre futur et les dieux de la mythologie grecque, romaine, etc. coexistent avec les humains, mais ils sont tout petits, ils sont tout miniatures. Donc par exemple, le protecteur des enfants, c'est Hermès, le dieu messager. Et en fait, il y a une mythologie aussi particulière où des rois ont été emprisonnés dans des statues et voilà, on sait pas trop, c'est très étrange comme univers quand on se retrouve là. Les enfants vont partir à l'aventure à bord d'une machine volante pour se rendre au château de Sanarchel. Ils vont apprendre leur passé, l'histoire de leur famille et ils vont essayer de sauver les livres qui parlaient des méfaits des rois pour qu'ils ne soient pas oubliés. Je vous disais qu'un groupe d'enfants est parti à l'aventure au château de Sanarchel pour sauver des livres et nous avons Esther qui est une des filles de la famille qui est jumelle avec un autre enfant, un garçon, qui elle ne part pas à l'aventure parce qu'elle reste à Paris où elle se fait kidnapper et elle se fait kidnapper par une organisation qui cherche à faire revenir les rois d'antan, les rois maudits, et voilà, elle est laissée en arrière. J'ai beaucoup apprécié ce roman. On est dans une histoire assez particulière, narrée de façon particulière puisque c'est à la façon d'un conte. On a un conteur qui va nous expliquer cette histoire, qui va nous expliquer les temps d'avant, le temps où les rois étaient en place, le temps où les dieux étaient présents et n'étaient pas des tout petites créatures. Bref, c'est très particulier.
Moi j'ai aimé, moi on m'avait vendu le livre avec du steampunk, de l'aventure, de la mythologie. Et c'est vrai que le steampunk, du coup, m'a fait défaut parce qu'on nous parle de cette porte dont vous voyez un petit peu les mécanismes, la porte d'entrée de la famille, de cette maison très particulière. Pousser la porte, rien ne sera comme avant, il y a des scarabées qui bougent, on a l'impression qu'ils bougent, etc. Donc voilà, un univers très steampunk. Oui, il y a certains aspects steampunk, puisque les enfants vont partir à bord d'une machine volante qui fait penser quand même à ça. Mais c'est vrai qu'on est très concentré sur cette mythologie, sur ces rois, ces dieux maudits, etc. Le point qui m'a chagriné, et j'en ai parlé dans mon post Instagram, c'est le fait que cette gamine, je ne sais plus quel âge elle a, Esther, mais Esther se retrouve toute seule. C'est-à-dire que, bon, alors les enfants ont l'habitude de vivre leur vie. Ils vivent leur vie, etc. Esther part à la fête foraine toute seule, non accompagnée, même si Hermès reste un petit peu présent avec elle. Et elle se fait kidnapper à ce moment-là. Alors nous, on le sait qu'elle se fait kidnapper. On est d'accord que ses frères et sœurs ne savent pas qu'elle s'est fait kidnapper. Ils pensent juste qu'elle est partie à la fête foraine et du coup, bah, ils se disent, bah, on va partir à Saint-Archel, mais c'est pas grave. Elle reviendra, et puis elle trouvera la maison porte close, et bah tant pis. En fait, c'est ça qui me gêne dans cette histoire, c'est que c'est pas crédible. Des enfants qui ont grandi ensemble, qui ont vécu un drame avec leurs parents qui sont morts, ne va pas laisser derrière eux un des leurs. Enfin, pour moi, c'est inimaginable. Surtout des jumeaux. Ce sont des jumeaux. À quel moment son autre jumeau dit bah tant pis, on la laisse derrière, c'est pas grave. Je sais pas. Moi ça m'a un peu sorti du livre parce que j'ai pas trouvé ça crédible. Mais bon, après, elle était pas toute seule. Elle était accompagnée d'Hermès, mais les autres enfants n'étaient pas au courant. Bon, bref. Voilà. Mais c'est un roman très original. J'ai hâte de lire la suite parce que on est aux prémices. Voilà, c'est une grosse introduction finalement de ce que pourra être la suite. Avec, je vous dis, ces rois maudits qui veulent revenir à la vie, qui veulent passer du statut de statue à personne vivante et puis essayer de reconquérir le monde. Et enfin, je vous parle en livre papier de Light Lark. Je l'ai lu déjà il y a un petit moment. Et je vous avoue que, donc c'était avant le mois de la fantaisie, donc c'était en avril. Donc ça commence à dater. Et je vous avoue que plus le temps passe, moins j'ai de souvenirs de ce roman. Je sais que j'ai aimé, je sais que j'ai beaucoup aimé ce roman, que pour moi ça s'est lu très rapidement, que c'était agréable, mais c'est vrai que je m'en souviens de la fin, ça c'est déjà bien, mais tous les détails commencent à s'évaporer. Donc nous sommes avec l'île de Light Lark qui apparaît tous les 100 ans. Pris dans la brume, etc. Tous les 100 ans se déroule le centennal, une lutte à mort. Alors c'est ce qui est dit dans le résumé, mais c'est pas vraiment une lutte à mort. Mais en fait, les dirigeants des principales îles alentours, des principaux royaumes, se réunissent. Il y a une prophétie qui dit que quand un des gouvernants, un des rois, un des reines sera tué, mourra, la malédiction prendra fin et tout redeviendra comme avant. Sachant que chaque royaume a une particularité, un pouvoir, donc les gouvernants sont porteurs de ce pouvoir, et il y a des épreuves tout au long de ce centennal, et en fait chaque gouvernant fait une épreuve. Pas de jaloux, chacun dessine d'une épreuve pour montrer sa supériorité, pour montrer... Et en fait le but c'est de s'associer et de voir quel souverain on va sacrifier. Donc j'ai passé un bon moment, j'ai trouvé certaines incohérences dans le récit, certains points qui me paraissaient étranges à la lecture, où je me disais mais c'est pas logique de vouloir ça, parce qu'il y a certaines stratégies qui me poussaient à me dire mais c'est... Enfin... Vous voulez ça, mais pourquoi personne n'y a jamais pensé si en fait ça pouvait régler le problème? Alors ça s'explique sans s'expliquer, mais bon, voilà, ces incohérences sont quand même bien lissées sur le récit, donc ça m'a pas trop gêné. Ça aurait pu se terminer et être un one shot.
sincèrement, ce roman se termine, c'est simplement que dans le dernier chapitre, on va partir sur autre chose qui va ouvrir la voie à un second tome. Mais sincèrement, on pouvait rester ainsi. Moi, ça m'aurait pas dérangé. J'avais quand même pas mal de réponses, donc voilà. Non, c'est un très bel objet. Hein. Je crois que c'est un des plus beaux livres que j'ai dans ma bibliothèque. Très bel objet, et je suis contente de l'avoir aimé parce que j'avais pas vu que des retours super positifs. Donc je suis très heureuse de l'avoir apprécié, et on verra ce que donne le tome 2 finalement. Et enfin, je termine avec Sistra, le tome 1, qui fait partie de la sélection des 5 finalistes pour le PLIB dans la section jeunesse young adulte. Donc je l'ai lu grâce au PLIB. Merci à la maison d'édition qui à chaque fois nous met à disposition les e-books. Et nous sommes dans une dystopie et j'ai beaucoup aimé. Vraiment, j'ai trouvé un regain d'intérêt pour la dystopie. J'aime déjà beaucoup ce genre à la base, mais c'est vrai que depuis quelques années, on a l'impression de voir toujours la même chose, toujours les mêmes codes dans la dystopie. Donc j'ai été plutôt agréablement surprise de ce roman. Je suis contente, quitte à lire le tome 2, je ne sais pas, parce que je crois que le tome 2 ne se passe pas en France, enfin pas en Europe, mais aux États-Unis, donc avec des personnages différents, donc à voir, mais pourquoi pas. Le style auteur m'a beaucoup plu. En fait, on est donc en Europe, comme je vous l'ai dit, où il existe la loi Sistra. C'est une loi qui a été mise en place pour éviter la surpopulation, et donc qui demande à ce que les couples n'ait qu'un seul enfant. Un seul. Voilà, l'enfant unique. La loi de l'enfant unique. Sauf que vous avez la possibilité d'avoir un deuxième enfant, sauf que à ce moment-là, si vous avez un deuxième enfant, votre premier enfant vous est enlevé, le second enfant vous est enlevé, ils sont chacun mis dans des instituts différents. L'un apprend la stratégie militaire, à se battre, voilà, et l'autre apprend tout ce qui est intellectuel, donc toute l'histoire, tout à réfléchir, etc. Voilà. Un côté intellectuel, de l'autre côté, la force physique. Et à leurs 18 ans, je ne sais plus, là je vous avoue, je ne sais plus, on va les mettre en zone neutre, donc dans un pays oublié, perdu, mort, voilà. Et le but c'est que l'un doit tuer l'autre pour survivre. Voilà, donc c'est sympa, hein, c'est sympa. Frères et sœurs, ou sœurs, frères doivent se tuer. Donc voilà, non, franchement, ça m'a rappelé un petit peu Hunger Games dans ce sens où il faut faire des alliances, il faut se protéger, et par contre, il faut tuer votre frère et sœur, ça c'est bien violent. Hein. Et donc on va suivre, je ne sais plus son prénom, hein, bien sûr, moi et les prénoms, je ne sais plus, qui doit tuer donc sa sœur. Voilà. Et en fait on va suivre le point de vue de l'une, le point de vue de l'autre. L'une, donc la dernière née, qui a une haine épouvantable pour sa sœur, qui ne pense qu'elle l'a tuée, c'est la force physique, c'est la militaire, et l'autre qui se rappelle qu'il y a des souvenirs de sa sœur enfant et qui l'aime, c'est sa sœur, et qui doit se mettre dans la tête qu'il va falloir qu'elle la tue, sauf que elle, c'est l'intellect, son talent, donc comment tuer quelqu'un face à la force physique. Bref, moi j'ai beaucoup aimé, vraiment. Bon, il y a une romance, qui se pose, il y a même une sorte de double romance, même si ça va pas plus loin pour une, et j'ai trouvé qu'elle allait très vite. Je me suis dit, ouh, ça se dit des je t'aime bien trop rapidement, mais en même temps, quand on y pense, quand on est dans une situation pareille, quand chaque minute, chaque heure, chaque jour est compté, est-ce qu'on ne se laisse pas aller et que les sentiments ne sont pas exacerbés que normalement? Je me suis dit ça, et puis après je me suis dit, bon, finalement c'est pas si imaginaire, ça peut arriver, ça peut être crédible. Donc voilà, j'ai passé sur ce détail qui à la base me dérange quand une relation va trop vite. Et voilà, j'ai aimé ce roman. Franchement, je suis très contente de découvrir ce roman grâce au PLIB. Et pour l'instant, je fais quand même de très bonnes lectures. Donc il ne me reste plus qu'un livre en jeunesse young adulte et un livre en adulte à lire. Et après, ce sera fini, je pourrai voter. Donc on avance, on progresse, et voilà. Écoutez, j'en ai terminé avec cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et moi en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.
Yes, j'ai fini en 3 fois.